Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. Chin chin. On se retrouve donc aujourd'hui pour un point lecture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez du temps. 6 livres à vous présenter, en réalité j'en ai 12. J'ai 12 livres sur ma table de nuit qui attendent d'être filmés, sauf que je me suis dit que 12 ça faisait vraiment trop pour une vidéo, donc j'en fais 6 aujourd'hui et j'essaierai d'en tourner 6 très rapidement. Je me rends compte que j'ai vraiment du retard dans mes points lecture car il y a des livres que j'ai lus en janvier. Ce sont des livres qui commencent un peu à dater et j'espère être en mesure d'en parler comme il faut. Comme toujours, on va commencer du moins bon vers le plus bon. Et puis voilà, il y a des très très bonnes lectures et des plutôt mauvaises. En premier, j'ai lu Mémoire de soi de Adrien Born aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu ce livre dans le cadre du Prix des lecteurs 2022. Oh bah regardez, c'est le magnifique marque-page que Candice m'avait offert avec le colis avec les 15 romans dedans. Comme vous le savez, je suis jury pour le Prix des lecteurs 2022 dans la catégorie littérature. J'ai donc lu 3 livres le mois dernier, j'avais commencé à faire un vlog et au final je ne l'ai pas terminé et donc je préfère en parler en point lecture parce que c'est un vlog maintenant qui date d'il y a plusieurs semaines. Mémoire de soi, c'est le premier roman d'Adrien Born, il me semble, qui raconte la vie d'une famille en temps d'entre-deux-guerres. En 1936, donc entre la première et la seconde guerre mondiale. La famille vit à la campagne vers Montélimar, si mes souvenirs sont bons, et ils sont propriétaires d'une magnanerie. Une magnanerie, c'est une grange dans laquelle il y a des vers à soie qui font, je crois, donc du fil. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que j'ai pas tout compris sur cette histoire de magnanerie. Alors le livre s'appelle Mémoire de soi, soit S-O-I-E, donc on pense que ça va avoir un gros impact sur la famille, que ces vers à soie, cette activité qui est, ma foi, peu commune, va prendre beaucoup de place dans le roman, et pas tant que ça. En gros, Émile, le personnage principal, quand il part faire son service militaire, sa mère lui donne son livret de famille, et sur le livret de famille, il voit qu'à la place du père, eh ben, c'est pas la personne qui l'a élevé, que son père à lui, qui pensait depuis toujours être son père, c'était Auguste, je crois, et sur le carnet de famille, c'est marqué Baptistin. Et donc, il s'interroge pourquoi c'est pas mon père qui est mon vrai père, et en même temps, donc vu que c'est sur plusieurs temporalités, on va savoir qui est son vrai père, qui est son faux père entre guillemets, quelles sont les relations que ses parents ont eues et comment ça se fait que cette enfance a été cachée ou en tout cas dissimulée pendant tant de temps. Le truc c'est que le roman est assez court, il fait moins de 200 pages et que la plume est alambiquée, mais vraiment, oui on peut dire qu'il écrit bien si on cherche vraiment des figures de style, du phrasé, de l'attachement aux mots, aux phrases, aux expressions. Ça c'est sûr que c'est très très riche tant par le vocabulaire que par les tournures de phrases, etc. Mais ça l'est tellement que ça impacte ma lecture. Il y avait des phrases que je relisais 3 fois, des paragraphes que je butais dessus. Je pouvais strictement rien faire en même temps que je lisais ce livre. En tout cas, je pouvais même pas écouter un air de musique ou quoi que ce soit. C'était vraiment très compliqué et la lecture était rendue difficile à cause de ce style et cette plume qui, en plus de m'handicaper dans mon travail de lecteur, me détachait vachement du roman. Car je butais tellement, car je trouvais pas la façon d'écrire naturelle, bien que belle parfois, et ben j'avais aucun attachement au personnage. Je crois qu'il y a même des personnages où on sait pas vraiment leur prénom, alors ça c'est des volontés hein, de l'auteur et stylistique, c'était le père ou des trucs comme ça, enfin on ne nommait pas les personnages, et donc du coup bah ça reste très froid, ça reste très détaché. C'était, je vous dis, sûrement une volonté parce que c'est une famille qui est assez compliquée, qui a eu des secrets, des non-dits, donc voilà, où on parle pas. Mais néanmoins, pour le lecteur, ne pas être impliqué un minimum, bah, c'est dommageable, en tout cas ça l'était pour moi, et ça a fait que je n'ai pas du tout apprécié cette lecture, ou en tout cas très très peu. C'est dommage, j'aime beaucoup tout ce qui est secret de famille en temps normal, mais là j'avais l'impression vraiment que le mec voulait prouver, c'était presque un exercice, il voulait prouver que oui, il savait bien écrire et qu'il était journaliste. Non, si, je crois qu'à la base il est journaliste d'ailleurs, Adrien Born, je me demande. Et d'un côté ça m'arrange parce que j'avais vu son roman qui vient de sortir en grand format, La vie qui commence, chez J.C. Lattès, qui me donnait très envie, et puis au final, vu que j'ai pas trop apprécié celui-ci, je ne lirai pas La vie qui commence, qui est un grand format qui doit coûter 20 boules chez J.C. Lattès. Ensuite, le prix des lecteurs, ça commence très très mal. J'ai lu Mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh aux éditions Le Livre de Poche. C'était donc le deuxième roman que je devais lire pour cette sélection. J'ai moins aimé, j'ai moins détesté, mais non, parce que j'ai pas non plus détesté Mémoire de soi, mais ça a été moins difficile, moins douloureux de lire ce roman, car pour le coup, la plume est très contemporaine, c'est une
actrice américaine qui doit être, je pense, assez jeune. Ma foi, il n'y a pas son âge qui est écrit quelque part. Je pense qu'elle est assez jeune car on est dans la peau d'une jeune femme qui s'appelle, je crois qu'on ne sait même pas son prénom, je ne sais plus, qui a tout pour réussir. Elle est belle, elle a de l'argent, elle n'a pas besoin de travailler, elle est rentière. Bon, après, elle part un peu mal dans la vie parce qu'elle est orpheline assez jeune, hein, ses deux parents meurent et donc je crois dès la vingtaine, elle se retrouve à vivre seule sur l'argent hérité de ses parents. Sauf que son travail dans je crois qu'elle travaille dans une galerie d'art contemporain, ne lui plaît plus du tout. Elle se fait chier comme un rat mort, elle veut changer de vie, elle est à moitié en dépression et de fait, elle veut pas mourir parce qu'elle veut pas se suicider, mais elle veut hiberner. Et donc elle va chercher par tous les moyens de se procurer des somnifères, des barbituriques, des anxiolytiques, enfin toutes sortes de petites pilules et de petits médicaments qui pourraient la faire dormir, tant et si bien qu'à la fin, elle ne vit en gros que 6 heures par jour, je crois. Des fois, elle se réveillait, elle allait à la supérette en bas de chez elle, elle achetait à bouffer, et encore, elle se sustentait de pas grand-chose, elle buvait un coup, elle regardait un film, elle s'endormait dedans, parce qu'elle est à moitié dans le coltard H24 en fait. Donc au début, j'ai trouvé ça très très sympa. Le roman fait quoi, 300 pages. J'ai vraiment apprécié la première moitié, le premier tiers et la première moitié, les 100-150 premières pages. Car on est vraiment dans ce que j'aime de la littérature américaine contemporaine qui est assez critique et cynique envers le pays dans lequel ils vivent et ils grandissent. Là, on est avec une autrice américaine qui ne se voile pas sur la situation américaine, sur la situation, enfin des États-Unis en tout cas, sur ce qui s'y passe, tout ça. Donc c'est assez critique, assez désabusé. J'aime bien aussi ce genre d'écriture parfois un peu lassé de tout. Et là, on est vraiment avec ça, hein. Autant à mon avis par le personnage que par l'autrice. On est avec quelqu'un qui est un peu lassé, qui est un peu lâché la rampe, qui se laisse aller, quoi. Et donc elle critique assez allègrement tout ce qui l'entoure, que ce soit son métier, que ce soit ses amis, que ce soit sa famille, l'avocat qui s'occupe de l'héritage, tout y passe, tout y passe. Et c'est pour ça que c'est sympa sur 100 pages, sur 150 pages, après c'est répétition sur répétition. Ce qui m'a gêné, c'est que on essaye de nous introduire quand même une histoire qui est plutôt réaliste. Le fait d'être, je vous dis, hein, tout le côté critique de la société, c'est quelque chose d'assez terre à terre et qui est factuel parce qu'elle parle de choses concrètes de la vie. Il y a toute une critique de l'art contemporain, de qu'est-ce qu'on peut appeler de l'art ou non, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que l'art c'est la beauté, est-ce que... Des questions qui sont souvent soulevées et traitées depuis même un siècle, hein, depuis la naissance de l'art contemporain, de l'art abstrait, etc. Mais voilà, c'est des choses assez factuelles. Et de l'autre côté, toutes les relations entre les personnages, et même les personnages en règle générale, sont totalement extraits de la vie, extraits de ce qui se passe. Les dialogues sont souvent surnaturels. Il y a le personnage de la psychologue, en tout cas de la psychiatre, de la personne, je ne sais pas vraiment la différence dans le contexte américain entre psychologue et psychiatre, si c'est comme nous en France, mais en tout cas la personne qui lui prescrit les médicaments n'a aucune conscience professionnelle, elle lui file des pilules à foison, à chaque fois qu'elle y va, tous les mois, elle lui dit bah prends ça, prends ça, prends ça, et puis elle lui remet une dose, enfin voilà, tout semble faux dans les interactions entre interpersonnages, et du coup c'est dommage parce que le roman avait vraiment beaucoup de choses qui auraient pu me plaire à la base, qui, à force de répétition et à force de grossir tous les traits, font qu'on se lasse et qu'on se détache de tout ce qui s'y passe et de tout ce qui lui arrive. Car elle vit quand même 2-3 trucs après qui, moi, m'ont pas trop plu. Ce que j'en retiens, c'est vraiment la critique du monde de l'art contemporain et le monde des galeries, le monde de la vente de l'art, etc., qui était assez intéressant, c'est vrai, mais le reste m'a un peu laissé pantois, un peu en mode « mais ». Ensuite, j'ai découvert Eduardo Mendoza avec le petit roman qui s'appelle 100 nouvelles de Gerb. Et j'ai vraiment plutôt bien aimé. Alors on va être dans un roman complètement déjanté, où 2 extraterrestres se retrouvent propulsés à Barcelone. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, sauf qu'il y en a un qui disparaît totalement, et son compère part à sa recherche dans Barcelone. On ne sait pas trop à quoi ressemblent ces extraterrestres, on sait juste qu'ils peuvent prendre différentes apparences, qui tous les matins peuvent, un peu comme Martin Matin. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, tous les matins ils peuvent changer d'apparence, enfin même au cours de la journée ils peuvent changer d'apparence. J'ai pas trop compris s'ils avaient plein de bras, enfin en fait ils essayent de se modeler à la mode humaine, donc à avoir un corps humain, mais au fur et à mesure des tracas de l'extraterrestre, on
on se rend compte que bah, ils sont un peu, ils peuvent changer comme ils veulent. Et j'ai bien aimé parce que l'auteur porte, alors c'est assez léger, hein, mais un œil critique sur ce qu'est l'humanité et ce que fait l'humain par des situations assez banales et quotidiennes d'un homme, enfin de quelqu'un comme vous et moi. L'extraterrestre se rend compte que bah, parfois c'est un peu abscon, c'est un peu incongru, et ça nous fait nous-mêmes nous poser des questions sur pourquoi on fait ça tous les jours, comment on a été amené à être peut-être un peu matrixé ou à rentrer dans un moule. C'est ça que j'ai bien aimé, ça reste très très léger, hein. C'est vraiment pas une réflexion très prenante et très pointue sur l'humanité et sur bah, en gros le sens de la vie, quel sens donner à la vie, etc. Ça reste assez léger mais néanmoins très très appréciable. Et à côté de ça, c'est bourré d'humour, raconté sous forme d'heures. En fait, comme si l'extraterrestre tenait un petit journal de bord, et à 16h il fait ci, 16h10 il fait ça. C'est écrit à la première personne du singulier. Et moi, vraiment, ça m'a fait mourir de rire. J'avais repéré un endroit qui m'avait fait rire dès la page 12. Et après, vraiment, si j'avais mis des post-it à chaque fois que je rigolais, j'en aurais mis trop. C'est vraiment le roman qui me faisait, genre, secouer sur mon fauteuil dans mon canapé parce que je pouffais. Toutes les 3-4 pages, il y avait vraiment un petit côté presque ionesco de ce qui se passait dans la vie de cet extraterrestre qui me faisait pouffer et qui me faisait rire sur mon fauteuil. 8 heures, je me matérialise à l'endroit dénommé Carrefour Diagonale Paseo de Gracia. Je suis écrasé par l'autobus numéro 17 Barceloneta Val d'Hebron. Je dois récupérer ma tête qui est allée rouler à la suite de la collision. Opération malaisée du fait de l'affluence des véhicules. 8h01, écrasé par une Opel Corsa. 8h02, écrasé par une camionnette de livraison. 8h03, écrasé par un taxi. 8h04, je récupère ma tête et je la lave à une fontaine publique située à quelques mètres du lieu de la collision. J'en profite pour analyser la composition de l'eau locale. Hydrogène, oxygène et caca. Et voilà, donc en fait, ça c'est dès les premières pages, donc on comprend que l'extraterrestre peut un peu se démembrer à foison et peut subir des milliers d'agressions sans jamais mourir. Il écume les bars, il écume les boîtes, il écume les restaurants, donc souvent il se peinte la ruche totalement au bar et il ressort bourré comme un coin. Donc il fait encore plus n'importe quoi parce que lui il comprend pas, il connaît pas la planète Terre, il connaît pas le mode de vie des humains, comment s'habiller, est-ce qu'il faut être à poil, est-ce que voilà. C'est vraiment très déjanté, un peu dérangé et aussi piquant et intelligent. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion et que vous aimez bien tout ce qui est un peu, voilà, je vous dis, abscon, incongru, n'hésitez pas. Absurde. Ensuite, on arrive dans les très très bonnes lectures, même si Eduardo Mendoza en était une très bonne. Les 3 qui suivent... Chef Kiss. J'ai lu mon petit chouchou Haruki Murakami avec première personne du singulier, publié chez Belfond. Belfond a publié 2 romans de Murakami à cette rentrée littéraire de janvier. Première personne du singulier et Souvenir de mon père, un court roman sur son père et ses souvenirs, comme son nom l'indique. Dans première personne du singulier, on va être dans un recueil de nouvelles. Kakaki, kakaku, kakaku, kakaki... Pardon. Ce sont donc 8 nouvelles écrites à la première personne du singulier. C'est un recueil de nouvelles, je peux pas vous en dire énormément, car le bouquin fait 150 pages et on est avec 8 nouvelles, donc ce sont des nouvelles d'en moyenne 20 pages, si ce n'est moins. Et donc mêle toujours réalité, fiction, autofiction, autoréalité, réalité-fiction, fictionnalité, rhinopharyngite, non, bon là j'abandonne, j'ai arrêté les jeux de mots. Voilà, c'est ce que j'aime avec Murakami, on ne sait pas s'il parle de lui, s'il parle de quelqu'un d'autre. Si en parlant de quelqu'un d'autre, il parle pas d'un peu de lui-même, si en parlant de lui-même, il parle pas de tous les autres autour. Comme toujours, une écriture qui est, je trouve, assez généreuse parce que on peut s'y identifier alors que peut-être qu'il parle de lui, mais en même temps non, et il laisse la porte tellement ouverte, et tellement même grande ouverte parfois, qu'on peut s'y engouffrer et voir derrière cette porte ouverte la pièce que l'on veut. C'est ça un peu ce qui moi me ressort de ces nouvelles, c'est que il nous invite à rentrer quelque part sans nous dire où est-ce que c'est et à nous imaginer nous-mêmes la pièce dans laquelle on est, nous imaginer la déco, les meubles, tout ce qu'on veut. Car ce sont des histoires qui racontent lui et qui racontent en même temps tout le monde parce que c'est des situations qui peuvent nous arriver ou qui nous sont déjà arrivées. Non, déjà arrivées. Il n'y a pas de liaison, Floris. Ah, voilà. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai parce que ça m'est déjà arrivé avec un autre roman dont je ne vous ai pas encore parlé. Ce sont les phrases et les passages sur la musique et sur les musiciens qui me touchent le plus. Je ne suis pas spécialement musicien, j'ai fait de la guitare dans ma jeunesse, mais bien trop peu pour pouvoir en jouer encore aujourd'hui. Mais toute la littérature autour de la musique me touche beaucoup, et là, je pense que c'était ça, car c'est une nouvelle sur la bossa nova, la musique brésilienne. En fait, c'est un passage où
où il décrit un morceau de musique, et ça il le faisait déjà très bien dans Kafka sur le rivage, car il y a toute une chanson et un album très précis qui revient souvent dans l'intrigue de Kafka sur le rivage, et je trouvais qu'il parlait superbement bien de la musique, et c'est encore le cas. Ici, il y a 2 nouvelles, une nouvelle sur les Beatles et une nouvelle sur la bossa nova, et à chaque fois qu'il parle d'un morceau, on pourrait presque l'entendre, alors que là, pour le coup, c'est un morceau qui n'existe même pas, c'est un album, un chanteur qui n'existe pas, il nous parle de quelque chose totalement inventé, et il arrive à nous parler de quelque chose qui n'a aucune réalité, et de le rendre tellement réel que je pouvais presque entendre la musique, presque entendre le refrain, presque entendre le piano, le saxophone, et ça c'est ouf, enfin, c'est vraiment le pouvoir de l'écrivain selon moi, c'est de réussir à détruire toutes les frontières qu'on se met dans nos têtes, à détruire toute notion palpable et réelle pour créer quelque chose de... Bah voilà. Et en même temps, il crée tellement quelque chose qui n'existe pas qu'on peut chacun se l'imaginer à sa façon. Et ce morceau de musique, je me le suis imaginé d'une certaine manière que la personne après moi ne le fera pas et celle d'après encore moins. Et voilà. C'est la magie, c'est le pouvoir de Murakami et sa douceur dans son écriture qui à chaque fois m'y font revenir et qui me permettent d'apprécier mes lectures les unes après les autres, toujours plus. Ensuite, j'ai lu La 8e couleur de Terry Pratchett aux éditions La Talente, et qui est donc le premier tome des Annales du Disque Monde. Et là encore, j'ai un marque-page. C'est quoi celui-ci? C'est Le Prince au Petit Pois, la collection Harry Potter, et donc là c'est l'étagère de Poufsouffle. Flowfly, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé? Tu ne devais pas recommencer une nouvelle saga, tu devais te calmer avec la fantasy car t'en achètes et tu ne le lis pas toujours. Tu devais te concentrer sur ta palle. Et puis bam, tu achètes une nouvelle saga de fantasy dont tu ne connais presque rien et qui est Monsieur Lame en 41 tomes, je crois. Les Annales du Disque Monde, c'est un univers très vaste créé par Terry Pratchett qui, je vous dis, est en 41 tomes, mais ces différents tomes sont regroupés dans des cycles. Donc il y a le cycle du guet, le cycle du mage, le cycle des sorcières. Donc en fait, là par exemple, on va être avec le mage Rincevent, et le cycle de ce mage-là, je crois qu'il est sur 5 ou 6 livres. Donc en gros, c'est une saga de 5 ou 6 livres, et vous pouvez juste lire ces 5-là et ne pas lire les 35 autres, 36 plus 5, 41, et les 36 autres. J'étais avec ma mère, Sylvie, vous la connaissez maintenant. Nous avons fait des magasins, puis on est passé à côté de Cultura, donc on a été faire un tour. Et ma mère voulait acheter des livres pour mes neveux et nièces. Du coup, bah, moi j'ai pris mon temps, j'ai un peu farfouillé. Et j'ai vu celui-ci en poche chez Pocket, mais j'aimais pas trop la couverture de chez Pocket. Vous savez, les Pocket imaginaires, ils ont la tranche en argenté. J'aime pas du tout, je trouve ça moche, j'aime pas l'argenté. Et du coup, je regardais celui-là et ma mère elle me dit « Mais vas-y, prends-le, il est en grand format, il est beau, fais-toi plaisir, prends celui-ci plutôt que le petit que tu ne trouves pas beau. » Donc bon, je l'ai pris. En même temps, il y a Cornelius qui en parlait beaucoup et ce qu'il en avait raconté m'avait plutôt plu. Il y a également Julien, alors de la chaîne YouTube qui n'est malheureusement plus active, Evergreen Mind 7. Je vous le mettrai en barre d'infos car il y a toujours ces vidéos. C'est une chaîne lecture qui parle de plantes et de botanique et pas de livres. Mais c'est un lecteur aussi avec qui j'échange parfois et qui avait lu le premier tome il n'y a pas longtemps sur le Discord de Coco et qui avait bien aimé. Puis en fait c'est le côté fantasy qui ne se prend pas au sérieux qui m'a beaucoup plu. Et c'est un peu ça, Terry Pratchett, c'est beaucoup de fantasy, beaucoup d'humour et très peu de prise au sérieux. Oui voilà, oui c'est ça, il se prend pas la tête, il se prend pas au sérieux. On nous annonce, alors je vais vous lire le passage, on nous annonce clairement que ce roman par la trame, que ce roman par l'intrigue, que par les personnages ne sera pas original. Que ce roman va suivre le schéma classique de la fantasy, mais on nous le dit, c'est assumé, et on nous dit, bah, de toute façon c'est ça que tu vas avoir, je vais juste mettre ma touche Terry Pratchett qui va te faire mourir de rire, ou au contraire détester le bouquin, ou alors te laisser totalement indifférent. Mais voilà, c'est très franc, il nous rentre dedans, il nous dit, voilà, le contrat c'est ça, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. De toute façon, dès la première page, l'humour, tu le vois, hein, dès le premier paragraphe, et le contrat entre le lecteur et l'auteur est établi. C'est assez grandiloquent, c'est assez théâtral, et c'est ça qui me plaît aussi sûrement parce que on est dans de la fantaisie qui est assez visuelle, on voit, on imagine très bien. Les portes s'ouvrent, le personnage arrive, c'est un mage, il arrive dans une taverne, il y a des gens qui saoulent la gueule, qui sont complètement ronds comme des queues de pelle, et lui il va foutre la bagarre, il va s'énerver, il va se taper sur la gueule, enfin voilà, c'est ça. C'est ce passage que je voulais vous lire, c'est... Qu'est-ce qui se passe maintenant demanda De Fleur.
Oh, bah à mon avis, dans une minute, la porte va s'ouvrir d'un coup, on va me traîner dans une espèce d'arène sacrée où je vais combattre peut-être 2 araignées géantes et un esclave de 2,50 m. Ensuite, je sauve une espèce de princesse de l'autel des sacrifices, je trucide quelques gardes ou autres, puis la fille me montre le passage secret pour sortir d'ici, on prend 2 chevaux et on s'échappe avec le trésor. Il posa sa tête dans la main et contempla le plafond. Tout ça, dit De Fleur, c'est ce qui se fait d'habitude. Voilà, c'est vraiment le truc classique. On nous dit que c'est un héros un peu mal fagoté, qui part pas avec beaucoup d'aide dans la vie parce que c'est le sorcier qui a pas fini l'école, qui a été complètement teubé, qui a fait ce qu'on lui avait dit de pas faire et qui du coup n'arrive pas à pratiquer sa magie. Et pour autant, c'est à ce sorcier-là, à ce mage, à qui il va arriver des tonnes d'histoires qui vont tout le temps être mal barrées. On sait que il va lui arriver que des conneries et que des tuiles, et pourtant par un coup du sort, limite un retournement de dés, un truc qui aurait dû jamais arriver, il va s'en sortir, il va survivre, il va y arriver. Dès l'instant où le contrat est établi, où on me dit bah, c'est ça que je te vends, moi ça me va. Parce que c'est ce que je regrette dans la fantasy, c'est que des fois on se prend trop au sérieux, on veut trop nous vendre un truc pour vrai que mais si, regardez, c'est original, ça se passe comme ça, alors que c'est quelque chose qu'on a déjà vu 18 fois dans 18 romans et 18 maisons d'édition précédemment. Là, on nous dit, voilà, c'est ça, t'as ça ou tu fermes ta bouche. Et j'aime bien. Et en plus, bah moi, l'humour de Terry Pratchett, j'y ai accroché. Ça m'a fait rire. Les personnages sont très très drôles. J'avais l'impression d'être dans un univers un peu de jeu vidéo avec des quêtes à approfondir parce que c'est en gros trois grosses parties qui se suivent plus ou moins, mais qui sont un peu comme 3 quêtes qui s'enchaînent les unes aux autres sans vraiment de lien. Ça nous permet d'appréhender un peu le disque monde. Et en fait, une grosse tortue, c'est un univers, c'est une tortue qui vole dans l'espace. Et sur cette tortue, il y a 4 éléphants. Et ces 4 éléphants tiennent un grand plateau qui est le disque monde, donc la Terre. Et sur ce plateau, bah, il y a des continents qui sont posés et tout. Et les personnages qui sont sur cette tortue en sont conscients. Ils savent que leur monde, c'est une tortue avec 4 éléphants et un plateau. Et voilà, c'est un peu barré, c'est complètement barré. Et en même temps, c'est drôle. On s'attache vraiment aux personnages. On rigole, on a peur un peu parfois avec eux, même si on sait toujours que ça va bien se finir. Vous voyez, je l'ai terminé, je sais pas, il y a 2-3 semaines, et depuis, je n'arrête pas de regarder parce que bon, les éditions La Talente, c'est très très beau, hein, c'est un très très beau travail, le bouquin est magnifique, la couverture est magnifique. Il coûte 18 balles, je crois. Et je me dis, si je me retrouve à devoir acheter, alors peut-être pas les 41, mais au moins 5 ou 6 pour finir le premier cycle, donc 6 x 18, 2 x 6, 12, ça fait 120, ça fait déjà 120 balles juste pour 6 romans. Donc je scrute avidement Vinted, les sites de revente d'occasion, mais je ne les trouve pas. Donc je pense que les gens les achètent et les gardent pour eux, ne les revendent pas. Ça me fait chier la bite en rond parce qu'ils revendent les livres de poche, enfin les pockets moches, mais ils ne revendent pas les belles éditions de La Talente. Et voilà, mais bon, je pense que je vais craquer parce que j'ai vraiment envie d'y retourner, de retrouver Rincevent et de me replonger dans le disque monde. Et enfin, j'ai lu et adoré et surkiffé et tombé amoureux et enfin voilà, tout ce que vous voulez. Les Terres Promises de Jean-Michel Guénassia aux éditions Albin Michel. Et celui-ci, je l'ai payé de ma poche. Je suis le mec teubé qui est en partenariat avec Albin Michel et qui ne l'a pas demandé. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu en plus, c'est sûr que je l'ai vu dans le catalogue. Je ne l'ai pas demandé, j'ai demandé autre chose probablement. Et du coup, je suis allé rechercher ce bouquin en librairie. Alors Les Terres Promises, c'est un bon gros bébé de 607 pages en grand format, donc qui ne se lit pas d'une traite, messieurs dames, mais qui est une magnifique fresque sur une bande de copains. Une magnifique fresque de la petite histoire dans la grande histoire, tout ce que j'aime. Bande de potes, petite histoire, grande histoire, destin lié, destin mêlé, amitié, amitié cassée, amitié retrouvée. Les rimes en « et », c'est facile. On retrouve donc la bande d'amis du roman précédent qui s'appelle « Le Club des Incorrigibles Optimistes ». Dans le Club des Incorrigibles Optimistes, on est dans un petit bar-café à Paris, place d'Enfer Rochereau, avec des gens qui ont fui le régime communiste de Staline, qui ont fui l'URSS et qui se sont retrouvés à Paris, qui ont tout perdu, famille, travail, amis, et qui essayent de reconstruire leur vie et qui rêvent de leur Russie natale au quotidien, ou qui parfois en cauchemardent plus qu'ils en rêvent. Donc ça en gros c'est l'histoire du Club des Incorrigibles Optimistes. On retrouve les personnages pour une raison X, et on découvre qu'ils se sont plus ou moins éclatés et séparés, qu'ils sont plus trop la bande de potes qu'ils étaient il y a quelques années encore, et que chacun commence à retrouver une vie. Tous
ces exilés de l'URSS, ces désabusés du socialisme soviétique, enfin non pas du socialisme soviétique, du soviétisme, c'est ça, se sont retrouvés en France, ont essayé tant bien que mal de reconstruire leur vie et de réapprendre à vivre. Et en gros, on suit surtout la vie de Michel, qui était un jeune adolescent français, qui traînait dans le petit bar avec cette bande d'amis à côté de lui, et qui maintenant a grandi. Michel, il a 18 ans, et il faut qu'il trouve un but dans sa vie, un métier, enfin voilà, tout ça. Il passe le bac, il faut qu'il fasse des études. Et à travers les yeux de Michel, qui était déjà dans le roman précédent et qui a maintenant grandi, on retrouve un peu plus ou moins la vie de chacun, ce qu'ils sont devenus. Et si ça s'appelle les terres promises, c'est parce que suite à cet exil de la Russie vers la France, chacun va vouloir retourner quelque part vers une terre promise. Donc il y a un personnage qui lui se dirige vers l'Algérie, car on est en 1962 je crois, au moment des accords d'Évian. La France se retire de l'Algérie, l'Algérie devient indépendante, et c'est tout un pays à construire, car c'était la France qui gouvernait tout jusque-là. Un des personnages décide d'aller en Algérie et de faire partie de cette reconstruction. Donc il va y avoir toute cette notion de harki, de pied noir, de colonisateur, de la décolonisation, de comment on reconstruit derrière cette décolonisation, qui était super intéressante. On a des personnages qui, eux, étaient des juifs orthodoxes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas des juifs de Russie, et qui, suite à la Seconde Guerre mondiale, ont l'occasion d'émigrer et de vivre en Israël. Donc on va aller dans un kibbutz, vous savez, c'est un peu alors c'est expliqué, ça sera sûrement expliqué mieux que moi, mais des villages autogérés en Israël. Et donc on va voir comment Israël, en 1960, arrive à construire un pays, car le pays est aussi assez récent. Et il y a d'autres personnages qui, eux, au contraire, essayent de retourner en Russie. Donc c'est à l'heure du KGB, à l'heure comment ça s'appelle, des interrogatoires, pardon. Voilà, on voyage beaucoup en France, je vous dis, en Algérie, en Russie, plusieurs régions de la Russie, en Israël. Les histoires se mêlent, les personnages se retrouvent au détour d'un voyage en bateau, au détour d'un coup de fil, au détour d'un mot laissé dans une poche des dizaines d'années avant ça. Tout se croise, les fils se mélangent les uns aux autres et puis se dénouent. C'est vraiment très bien écrit. On parle souvent des belles fresques américaines, des gros romans américains qui arrivent à raconter une histoire avec des personnages forts, etc. Pour le coup, Jean-Michel Guénassia n'a rien à envier à ces grands conteurs américains, car là, il développe avec ces deux gros romans, au total on est sur 1500 pages, si on cumule les deux, quelque chose de très beau, qui est très recherché. À mon avis, tout ce qui est détail historique, c'est mené d'une main de maître, il a fait son travail, il a fait son taf, et les personnages sont super attachants. Il y en a toujours, on est dans un truc où il y a 6, 7, 8 personnages principaux, il y en a souvent un ou deux qui nous plaît moins que les autres, mais on s'attache et on a envie de faire partie de cette bande de potes. On est un peu le regard extérieur, parfois on est assis avec eux à table, on fume une clope, on boit un café, on rigole, on tousse, on repense à la vie passée, on repense à la vie future, et on se demande qu'est-ce qu'on fout là, où est-ce qu'on va, et voilà. Je passe un excellent moment, j'ai passé un excellent moment. Je pense prendre un autre roman de cet auteur, car entre les deux, il a écrit d'autres choses, je sais pas quoi encore. Si l'occasion se présente un jour, j'achèterai du Jean-Michel Guénassia et je reprendrai plaisir à découvrir sa plume et les histoires qu'il me raconte, car franchement, moi, ça me berce et ça me fait voyager super bien. C'était donc tout pour ce point lecture. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop chiant. Comme toujours, maintenant, en fait, je filme ces vidéos en rentrant du boulot, donc après ma journée de travail. C'est possible que je m'embelle un peu les pinceaux parfois. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez échanger, vous pouvez commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et